ah, je me sens trop grosse ou je me sens grosse aujourd'hui. Et elle était là. En fait, toi, soit t'es grosse, soit tu l'es pas. Tu peux sentir mal d'être grosse aujourd'hui, mais tu peux pas te sentir grosse si tu l'es pas. Un jour, tu alors vois. que tu ne l'es pas. Oui, genre, c'est pas. C'est un état de fait. C'est oui. Tu l'es ou tu l'es pas. Ouais, tu l'es ou tu l'es pas. Et puis après, tu te sens bien par rapport à ça ou tu te sens pas bien par rapport à ça. Et ça, c'est ambivalent. Ça peut. Enfin, moi, il y a des matins où je me réveille, je peux pas me regarder. Et il y a des matins où je suis là. S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut Aliénor, merci d'avoir accepté mon invitation de venir enregistrer cet épisode spécial hors série consacré à la thématique de la grossophobie. Welcome. Merci Samia, merci à toi de m'avoir invitée. Bon, on a déjà pas mal discuté le jour où j'ai eu cette idée et où j'ai pensé à toi de manière immédiate, parce que t'es grosse. Voilà. Yes. Et parce qu'on avait discuté de ce sujet-là, du fait d'être grosse, d'être une femme grosse, pour plein de raisons qui vont avoir du sens par la suite quand tu vas un peu te présenter et qu'on va commencer à discuter. On a discuté encore maintenant avant que j'allume les micros, pendant près d'1h30. Mais c'est un vaste sujet et je crois que tu as pas mal de choses à dire. Donc voilà, donc on va commencer. Alors, vas-y, présente-toi, dis-moi comment est-ce que tu as envie de te présenter d'une manière qui soit cohérente avec la suite. Avec le sujet. Ouais. Alors moi je m'appelle Aliénor, j'ai 27 ans, je suis une femme grosse, je fais plus de 100 kilos pour 1m77 et je le précise parce que j'en parlais avec une amie, je fais du mannequinat, entre mille et une autres choses dans ma vie de tous les jours, je fais du mannequinat depuis plusieurs années et j'en parlais avec une amie mannequin de la perception du poids et à quel point c'est biaisé. Les gens ils ont l'impression que plus de 100 kilos c'est genre C'est un une Golgoth. tonne, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre tu dois être énorme. Et en fait, t'es là, en fait, vous avez tellement une perception biaisée parce qu'il y a tellement de femmes et tellement d'hommes qui font plus de 100 kilos et les gens ne se rendent pas compte. Donc, je trouve ça maintenant important de genre le mentionner, tu vois. Ok. Genre plus de 100 kilos, c'est pas. Non, tu n'es pas un Golgoth. Après, je vais essayer de donner au fur et à mesure des définitions. Et puis, si je ne le fais pas pendant notre discussion, je le mettrai dans la description de l'épisode. Parce que je pense qu'on va aborder des sujets, on va utiliser des termes qu'il est important de définir pour bien comprendre dans quel cadre est-ce que nous, ici, au sein de cette discussion, on les utilise. Et ton parcours professionnel ou académico-scolaire? Moi, j'ai étudié la communication à l'IEX. Donc, j'ai fait 3 ans de bac en com, puis j'ai fait un master en animation socioculturelle et éducation permanente, parce que ça matchait bien avec ce que je faisais déjà de ma vie avant ça. J'ai toujours travaillé dans le social, au contact des humains, au contact de la société ou de thématiques de société. Et alors, j'ai commencé le mannequinat avec Esther Manas, quand elle finissait ses études. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Tu m'as court-circuité, tu vas trop vite. On va parler d'Esther un peu plus tard. Ah, ok, d'accord. Je l'ai mise là parce que j'ai vu au travers de tes réseaux justement que tu avais bossé avec elle. Et puis vous connaissez, je pense. Tu as été invitée à son mariage, non? Ouais, voilà, avec Balthazar. Bonne amie. Et donc on va parler d'Esther. Oui, donc mon parcours, voilà, j'ai fait du mannequinat à côté de mes études, dans mes études. Et tu as terminé tes études il y a pas longtemps? Et j'ai terminé mes études il y a 2 ans avec un mémoire sur la question du corps, dont le titre était Mannequin plus size, incarnation obligatoire d'une lutte. Exactement. Quelle est la réponse? La réponse, elle est compliquée, elle est très très vaste. Je suis pas sûre d'être arrivée jusqu'au point de la réponse, mais en tout cas, c'est vraiment un travail qui m'a permis d'élargir moi ma vision de la thématique, de comprendre énormément de choses par rapport à moi et ma perception de la thématique aussi. Après, c'est un sujet vaste parce qu'il est mêlé avec l'identité, il est mêlé avec le corps, avec l'atmosphère sociologique dans laquelle on est, la réalité culturelle, les réseaux sociaux, la manière dont la société, le mannequinat change énormément.
La perception des corps. Avec les réseaux sociaux, la perception des corps, cette envie d'inclusion qui est devenue à un moment un truc inévitable pour toutes les marques, mais qui en fait restait très fort en surface. Ouais, ça on va en parler aussi avec Esther, avec la marque Esther Mana. C'est une interview d'Esther et Balthazar que j'ai écoutée dans un podcast qui s'appelle Cast, où elle expliquait justement la question de son choix de faire une marque à la base one size fit all, en mettant en valeur des femmes grosses, et d'un point de vue industriel, d'un point de vue industrie, à quel endroit c'était compliqué. Donc ça, on va y revenir. Avant de parler de ton travail de recherche, parce que c'est un travail de recherche que tu as mené sur le sujet de la grossophobie, peut-être ce serait intéressant d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ce sujet. En fait, j'ai voulu parler de ce sujet parce que moi aussi, je suis une femme grosse. Comme on le disait tout à l'heure en off, je revois des photos de moi il y a quelques années et où je me dis, mais en fait, j'étais pas grosse, j'étais juste normale, mais j'étais perçue comme grosse. Ma morphologie faisant aussi un petit peu son travail, je suis pas très grande, j'ai un buste un peu court, enfin, des épaules larges. La moindre variation de poids se voit assez fort. Et donc, étant perçue comme étant toujours une petite fille en surpoids, une adolescente un peu rondelette, une jeune femme en courbe, mon identité stylistique s'est construite autour de ça. Autour du fait que, attention, t'as du ventre, attention, t'as une poitrine, attention, les hanches. Donc, en fonction de l'interlocuteur, de l'environnement, choisir sa tenue était encore plus important, je crois, que pour la moyenne des gens. Ouais. Parce que j'avais une conscience aiguë du fait que j'étais hors norme, parce que étant en surpoids. Ça fait quelques mois que dans mon travail aussi, je me rends compte qu'il y a des injonctions et que j'ai internalisé, ça c'est un mot que tu m'as appris, j'ai internalisé une forme de grossophobie. C'est-à-dire que ce qui est la norme, c'est d'avoir une silhouette en sablier, c'est d'avoir les épaules pas trop larges, pas trop rondes, le ventre relativement plat ou alors facilement masquable si tu mets une petite culotte gainante. Des jolies grosses. Voilà. Ou alors mince. Enfin, il vaut mieux être mince que... Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un problème. Parce que si je commence à prendre ça comme référence ultime, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, au-delà de ma perception de moi-même, parce que ça, c'est une chose, et du travail qu'on fait sur sa propre image. Mais quand ça vient interférer dans mon travail où je suis au contact de l'image des autres et de l'identité des autres, que je suis censée magnifier, je peux pas, en tout cas c'est ma réflexion à moi, je peux pas me permettre de gommer ce que sont les gens. Être gros ou grosse, c'est un état de fait. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et quand tu l'es, on fait avec ça. Et donc, j'ai commencé à m'interroger un petit peu sur comment est-ce que ça interfère, cette grossophobie internalisée dans mon travail. Et puis, dans le cadre d'un événement où j'allais à un mariage, en tant que demoiselle d'honneur, j'ai dû porter une robe assez légère, très, très féminine, où on voit le corps. Alors, pour les 3 autres demoiselles d'honneur, je trouvais ça magnifique, mais quand il s'agissait de moi, c'était devenu très, très compliqué. Et puis, j'ai entendu cette voix de la grossophobe qui dort en moi, qui sommeille en moi, me faire des remarques lorsque j'ai porté cette robe et que je l'ai accessoirisée. Elle était pas sympa. Elle était vraiment pas sympa. Ça m'a fait énormément de mal. Et c'est là que j'ai pris contact avec toi en te disant, je veux parler de ce sujet-là. Et maintenant, après coup, cet événement étant passé, j'ai vu les photos. Et en fait, c'est pas si mal, quoi. C'est pas si dramatique d'être une petite femme grosse. À côté d'autres femmes qui sont plus dans la norme. C'est pour mettre un petit peu les choses dans leur contexte. C'est vraiment, comme les autres épisodes, c'est au contact de créateurs et de sujets qui moi, m'interpellent que je vais produire quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'était ça. Donc, maintenant que j'ai placé le décor, on revient à toi. Est-ce que tu as toujours été une petite fille, une enfant, une adolescente, une jeune femme, en dehors de la norme, grosse ou en surpoids, ou en tout cas avec ces qualificatifs? J'ai toujours été en dehors de la norme. Je l'ai pas toujours perçu comme ça. Après, tu vois, c'est de nouveau un marqueur identitaire. Donc, il y a la perception que toi, tu as. Puis, il y a la réalisation de la perception du monde. Moi, je suis belge d'origine polonaise. Petite, je me suis jamais posé la question là-dessus. Jusqu'au moment où les gens ont commencé à me dire « Ouais, mais toi, tu viens d'où? Parce que ton nom, il est étranger, toi. » Et donc, à ce moment-là, j'ai vu que le monde me percevait comme étrangère, alors qu'en vrai, je suis un quart polonaise. Enfin, je suis clairement belge, tu vois. Mais comme mon nom
sonne étranger et que j'ai certains traits physiques qui passent très très bien dans les pays de l'Est, il y a toujours eu ce truc où, enfin tu vois, du coup la perception du monde, c'est elle qui fait te rendre compte. que en fait t'es différent ou t'es hors norme ou. Et pour le physique, pareil. Pour le physique, pareil. Comment ça s'est manifesté? Bah moi du coup, comme j'étais dans une famille hors norme, il y a rien qui était bizarre, tu vois. Genre mes frères ont toujours été grands et costauds, ma sœur est un peu plus petite que moi, mais elle est balèze aussi. On faisait des sports qui correspondaient à ça aussi. Mes frères, ils faisaient du judo, ma sœur, elle a fait du judo. C'est des trucs où, de nouveau, la perception du corps est très différente. On va pas te demander au judo d'être une petite meuf fluette, parce qu'en fait, on s'en fout, ça dépend. Tu vas juste être casé dans une catégorie qui correspond à ton poids, et ciao, tu vois. Et ça va jamais être un truc comme si tu fais de la danse classique, il va y avoir un prérequis dans l'imaginaire collectif de devoir être une petite ballerine fine. Moi, mes parents ils disent souvent que j'ai tout fait différemment, tu vois. J'étais gauchère, j'étais plus grande que la moyenne, j'étais plus balèze que la moyenne. Et déjà, au sein de ma famille, je faisais déjà les choses différentes. Donc, j'ai toujours été différente, mais pour plein d'autres raisons aussi. Et donc, tu vois, mon corps, c'était juste un truc en plus. Est-ce qu'il y a un moment je reviens là-dessus parce que j'ai quand même le sentiment que la période de l'adolescence, psychologie comptoir, bonsoir, est le moment quand même où on se construit et on prend conscience de son corps et puis du fait que notre corps, il est perçu par l'autre d'une manière qui peut être différente de la manière dont nous-mêmes on l'aperçoit. Est-ce que ça a eu lieu? Et si oui, à quel moment? Je me souviens d'un épisode en primaire, je crois que c'était en 5e primaire, un truc comme ça, où une camarade de classe m'a dit oh, « J'ai rêvé de toi cette nuit, t'étais fine, ça t'allait trop bien. » On avait 10 ans. J'étais là genre « Ok, je sais pas quoi dire. » On n'est même pas copines, tu vois. Genre, pourquoi tu me parles, tu vois. Et ça t'a fait quoi? J'ai trouvé ça hyper chelou déjà comme manière de venir me parler aux gens. Je me suis demandé, je ressemblerais à quoi si j'étais fine, enfin, tu vois. Ouais. D'office, tu réfléchis. Et je me souviens que j'avais une copine avec qui j'étais très proche, qui était aussi relativement grande. Elle était pas grosse, mais elle était un peu plus costaude que la moyenne. Et il y avait ce truc où on s'entendait vraiment bien. Et je pense que ça rapproche aussi, tu vois, de savoir que vous fitez toutes les deux un peu en dehors. Enfin, tu vois, de toute façon, une fois que t'es une meuf grande déjà de base, et encore, je fais 1m77, c'est pas non plus, tu vois, extravagant, on va te mettre derrière sur les photos. Parce que non, Aliénor, elle est grande, faut qu'elle aille derrière. Enfin, tu vois, il y a un truc où, de nouveau, c'était toujours... On te remarque, quoi. Ouais, on te remarque. Moi, mon père, il m'a toujours dit ça. Mon père, il m'a toujours dit, vous devez être sage à l'école, parce qu'on vous remarque. Même si vous la fermez, on va vous remarquer. Ouais. Parce que vous êtes plus grand, vous êtes plus balèze, vous avez un nom étranger. Tu vas pas passer inaperçu. Donc, soit tu t'arranges pour que ton corps, ça devienne ton ami et t'en fais quelque chose de productif, soit t'es en guerre constante avec le monde et avec toi-même, tu vois. T'as jamais un moment de répit. Donc, ton père avait déjà conscience de ça, mais il vous disait ça pourquoi? Parce que il savait que ça pouvait être problématique d'être grand, costaud quand on est enfant, parce que les enfants sont d'une cruauté sans nom. Quand même, on en a beaucoup parlé chez nous de manière générale. Après, je sais que lui, il a eu vraiment une poussée de croissance très très forte. Il a très vite été très très grand. Et donc, il s'est retrouvé à 16 ans à faire du basket avec des équipes adultes de mecs qui en avaient 30, 40, tu vois. Donc, moi, je peux pas imaginer ce que c'est quand t'es adolescent de te retrouver dans un monde qui est pas le tien, en fait. Et je pense que pour lui, il a été obligé de se forger une espèce d'armure où, du coup, il était là, genre, faites votre place, ou en tout cas, trouvez-la, tu vois. Donc, il avait peur que vous soyez exclus, tu penses? Je sais pas s'il avait peur qu'on soit exclus, parce qu'ils nous ont quand même éduqués à être assez indépendants, sociables, tu vois, à trouver notre place assez rapidement et à être assez... on est presque sur l'hyper-indépendance, tu vois, où en fait... Faites votre vie, quoi. Ouais, faites votre vie. On vous a pondu, maintenant faites votre vie. Ouais. J'adore. Genre, débrouille-toi, tu vois. Si t'es pas content, change un truc. Essaye d'autres choses. Fais quelque chose pour que ça aille mieux. Okay. Mais genre, tu peux pas être spectateur de ta vie pour toute ta life, tu vois. Est-ce que tu peux pas changer, tu l'acceptes et tu fais avec. En l'occurrence, le fait que tu sois grand, balèze, balèze, etc. Et ma mère, c'était une femme grosse quand on était enfant. Et moi, d'elle, je retiens beaucoup que y avait vraiment ce truc elle aurait aimé mieux profiter quand elle était plus jeune, parce qu'elle était en vrai moins hors norme que nous, mais tellement perçue comme hors norme qu'en fait, il y a plein de trucs qu'elle s'est limitée à faire. Tu veux dire en termes de comment elle s'habillait? En termes d'aisance de vivre, tu vois. Il y avait un peu ce truc
Ou, par exemple, si elle avait des compagnons et tout, elle avait de la chance parce qu'il l'avait choisi, tu vois. Ok. Parce qu'elle était différente, Ouais. grosse. Donc, Nous, on a eu une audace incroyable de la part de notre père où, en fait, je vais pas me sentir chanceuse parce que tu me donnes l'heure, tu vois. Évidemment que t'as de la... c'est toi qui as de la chance. J'adore. Bon, on en revient alors à ton parcours après. Je vais juste rajouter, tu vois, dans la perception du corps à l'adolescence et tout, moi, un marqueur qui a aussi été fort, c'est le fait que mon corps s'est très vite développé et il a été hyper vite sexualisé. Début des secondaires, j'avais déjà de la poitrine, beaucoup plus que mes camarades de classe. J'avais déjà des fesses, beaucoup plus que mes camarades de classe. Et donc, en fait, la perception de mon corps de la part de la société a été très, très vite propulsée, tu vois. Et donc, je pense que ça te fait beaucoup prendre conscience de qui tu es, de comment tu t'habilles, de ce que tu fais de ton corps, parce que tu as besoin de le protéger des personnes malveillantes, parce que tu te dis, quitte à ce qu'il soit comme ça, vas-y, j'en fais un truc sympa, tu vois. T'as jamais pensé à te dire, ok, mais en fait, j'ai pas envie d'être différente, je vais essayer de maigrir, je vais faire du sport, parce que ça me fait penser tout de suite à l'explosion des troubles compulsifs alimentaires, TCA, essentiellement les jeunes filles qui deviennent anorexiques parce qu'il y a un modèle à suivre. Et là, dans ton cas, pas un modèle, mais une norme peut-être. Jamais ça t'a traversé l'esprit? En fait, sinon, on a toujours fait du sport. Depuis qu'on est enfant. Tous les ans, il fallait qu'on fasse une activité sportive. Donc, et le rapport à la nourriture? Et le rapport à la nourriture, chez moi, il est hyper émotionnel. Mais après, les moments qu'on partageait en famille, comme on a une très grande famille, tout ce qui était un peu lié à la nourriture, c'était des moments heureux, tu vois. Donc, j'ai pas eu ce truc de me dire, oh, la nourriture est mon ennemi. Et je pense qu'il y avait aussi à avoir des parents qui ont beaucoup d'assurance ou qui peut-être fake beaucoup d'assurance. Ça, c'est pas à moi de répondre à cette question-là. Il y avait un peu ce truc de punaise. Si je tombe là-dedans, ils vont me regarder. Enfin, tu vois, il y a un truc de j'ai pas envie de leur foutre la honte. Et chez nous, on nous a appris à être fiers, donc soyons fiers de ce qu'on est, de comment on est. Genre, de nouveau, c'est difficile à dire parce que ça peut aussi te mener sur la route de la santé mentale à des trucs un peu compliqués, tu vois. Ouais. Mais le truc de pas être une victime et de pas tomber dans des trucs qui sont hyper nocifs pour toi. Genre, j'avais un grand-père qui fumait énormément. Mes parents ne fument pas, aucun des deux. Et il y avait ce truc de si tu deviens addict à quelque chose, c'est une forme de faiblesse, tu vois. Et donc j'étais là, si ma manière de perdre du poids, c'est de faire un truc nocif pour ma santé, ils vont me regarder, ça va pas aller. Ça va pas être sympa, tu vois. Ouais, il y a un côté un peu tribal, un peu clanique dans ta famille où on met des espèces de règles. Ouais, et puis tu vois, c'est pas tellement verbalisé, mais c'est une espèce d'état d'esprit, c'est une philosophie de global, un truc qui est là, tu vois. Et après, en vrai, parce que souvent les gens sont là genre ah oui, mais t'es comme ça parce que ton père est super grand, super balèze. Mais en vrai, les hommes de la famille de ma mère, ils sont aussi au-dessus de la norme, tu vois. Ils font 1m80, enfin tu vois, 1m80, 85, 90. Ils ont des musculatures quand même, tu vois. Ils sont assez larges d'épaules. Il y a quelque chose que je dirais de génétique. Mais donc, quand tu t'es rendu compte, alors, jeune fille, ado, que tu étais formée plus et plus rapidement que les autres? Moi, ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir une mère grosse, déjà, qui, du coup, m'a emmenée dans les bons magasins pour trouver les bons soutiens-gorge, pour trouver les bons jeans. Enfin, tu vois, il y a un truc où on t'aide à naviguer, on t'aide à habiller ton corps. Et comme elle avait aussi une âme très artistique, enfin, elle l'a toujours, ma mère est toujours vivante. Elle a beaucoup ce truc artistique où elle aimait bien jouer avec les couleurs, les formes, enfin, tu vois. C'est une meuf qui va te prendre un turban, te faire une robe ou une jupe en 3 coups de couture et ce sera réglé, tu vois. Il y a ce truc qui, moi, m'a donné envie de découvrir et d'en fait comprendre comment fonctionne mon corps, ce que j'aime bien, qui donne à voir ou pas, tu vois. Elle en a fait un truc ludique et plus qu'un truc, vas-y, viens, on va vite cacher ça. Ouais. Après, je me souviens très bien la première fois que j'ai pleuré dans une cabine d'essayage parce que j'entrais dans aucun jeans, tu vois. C'était chez JBC. J'étais là, putain, c'est vrai. En plus, JBC, merci, mais bon. Ah non, j'étais au 36e dessous. Ma mère m'a vraiment regardé en mode, c'est la vie, on a tous pleuré dans une cabine d'essayage, tu vois. Elle était là, genre, c'est bon, c'est pas grave. Genre, pleure ce que t'as besoin de pleurer, tu vois. Après, moi, j'avais une grande sœur qui était aussi. Ah, je croyais qu'elle était plus jeune que toi. Non, elle est plus âgée de 2 ans. Donc, il y a toujours eu des références. Et puis, comme j'ai grandi dans un environnement hyper multiculturel,
avec une forte influence d'Afrique noire. Ouais. Moi, ça m'a vraiment aidé. Ouais, là où l'image de la femme, elle est pas... Là où l'image de la femme qui a des formes... C'est ça la norme. Et ouais, c'est la norme, c'est accepté, c'est magnifié, enfin, tu vois. Ça veut pas dire qu'elle est en mal santé. Ça veut pas dire... Ouais. Personne va penser... Tiens, elle est en mal santé. Elle est en mauvaise santé, elle mange mal, elle bouge pas. Les gens vont... Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu d'autres filles de mon âge qui ont grandi dans des environnements très différents. Et je voyais bien que pour elles, c'était genre problématique. Et ces personnes-là, comme on le disait tout à l'heure, je voyais bien que dans leur manière de s'habiller, il y avait cette envie de paraître mince. Moi, il y avait l'envie que ça soit joli. C'est là, genre, bon, quitte à avoir le corps que j'ai, autant que ce soit sympa à regarder. Pour toi, d'abord, se passe un truc, tu vois. Ou pour les autres d'abord. Pour moi, c'était important. Mais je veux dire, quand t'enfilais des trucs, à ce moment-là, c'était quoi? Ça doit être sympa à regarder d'abord pour toi. Et c'est une vraie question, hein, parce que... ça devait être confortable, un minimum, pratique et joli. Agréable pour moi, mais agréable pour les autres aussi. Après, comme tout adolescent, il y avait ce truc où, tu sais, la mode des grosses ceintures là que tu mettais juste en dessous de ta poitrine, c'était questionnable. Oui, il y a eu les deux. Il y a eu en dessous de la poitrine et puis celle sur les hanches. Moi, non, jamais. Mais moi, j'ai voulu tenter, mais moi, j'ai tenté, mais je n'aurais pas dû. Les histoires de pantalons taille basse et tout, ça n'existait pas. Au plus haut, le pantalon, au mieux. Il y avait une question de sécurité, tu vois. pour éviter les fuites et les débordements. Okay. Là, il peut rien se passer, tu vois. Comment est-ce que tu t'es retrouvée à faire du mannequinat? Le monde de la mode est toujours un monde qui m'a intéressée. Quand j'étais plus jeune, je voulais en faire un travail. Je me souviens du premier casting que j'ai voulu faire. C'était à Sainte-Catherine. Il y avait un truc qui s'appelait Andrea Crew. Et il faisait un casting sauvage ou je sais pas quoi. Et moi, je pouvais pas y aller parce que j'étais occupée à faire une activité. Et ma mère, on était occupés avec des jeunes, je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, mon rêve, parti en fumée. Parce que, de nouveau, je me souviens d'avoir eu une réflexion où on m'avait dit, quand j'ai eu ma poussée de croissance, on m'a dit, ah là, t'es bien grande, c'est bien. Maintenant, il faut surtout pas prendre de poids. Et il y avait ce truc de ta taille mannequin. Mais qui t'a dit ça? Une fois que tu fais plus d'1,70 m, de toute façon, tout le monde est taille mannequin, tu vois. Je crois que c'était quelqu'un de ma famille. Dans ma famille, il y a vraiment de tout. Il y a des personnes très très fines, des personnes plus grosses. Enfin, on est sur un ranking. Genre, ouais. N'importe qui veut faire une évaluation de marché, il peut venir chez nous. Il a un peu de tout, tu vois. Et du coup, j'avais entendu cette réflexion-là. Et je crois que ça m'était un peu rentré dans la tête, tu vois. Taille mannequin, bah autant voir si c'est possible, tu vois. Ok. Donc, je ne fais pas ce casting pour Andrea Cruz et je suis persuadée... Moi, j'ai toujours été un peu drama. Hein. Un peu drama, un peu, tu sais, les séries, les films américains, où il se passe un truc et toute ta vie change du jour au lendemain. Tu vois. C'est trop marrant, c'est pas du tout la perception que j'ai de toi, c'est trop drôle. Quand j'ai eu 21 ans, j'étais genre, plus jamais je serai une mère adolescente. Alors que c'était pas du tout un goal, tu vois. Mais il y a quand même ce truc où tu te dis, il y a des étapes... Ça ne m'arrivera pas. Ouais, genre Andrea Cruz, c'était... c'est fini. C'est fini. Plus jamais ma carrière. Je serais passée à côté de ma vie, tu vois. Et puis arrive 2016, 2017, je pense. Et Esther Manas finit ses études à l'école de la Cambre et elle fait une recherche sur Internet où elle demande des personnes, des femmes plus size, etc. Plus size, grosse, peu importe le terme auquel on préfère s'identifier. Et quelqu'un tag ma sœur qui a vraiment un corps en sablier. Quelqu'un tag ma sœur, Esther et ma sœur se rencontrent. Et puis, elle dit à ma sœur, t'as pas une sœur par hasard? En espoir que... Et ma sœur, elle a, bah si, évidemment j'ai une sœur. Et elle me ressemble, tu vois. Enfin, ou en tout cas, on est dans le même type de femme. Et donc, je rencontre Esther aussi. Et on défile pour elle, pour sa dernière année à la Cambre. Mais ma sœur et moi, on avait déjà ce truc où elle, à un moment, s'était essayée à la photo. Elle s'était acheté un appareil, donc on faisait des tests. Enfin, tu vois, il y avait un peu déjà ce truc où on en jouait un peu. Vous étiez confortable dans l'exercice. Ouais. Ma mère, c'était une meuf qui faisait du théâtre quand elle était jeune. Et donc, elle a vraiment... Enfin, il y avait vraiment ce truc d'avoir envie de comprendre qui on était. Moi, j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais plus jeune, où j'ai aussi reçu des remarques d'un de mes profs qui m'avait dit, c'est fou parce que quand tu montes sur scène, vraiment... on oublie que tu es grosse, quoi. Enfin, on oublie ton corps, on oublie... Enfin, tu pourrais jouer n'importe quelle personne, quoi. Moi, j'avais 13 ans, j'étais encore heureux, parce que c'est quand même l'exercice, enfin, je sais pas. Oui, c'est ça, d'un comédien, c'est de jouer un peu tout le monde.
Et il était là, oui, mais c'est maladroit, c'est très maladroit. Ça ne se voit plus, quoi. Ça se voit plus. Oui, c'est toi qui le vois plus. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ouais. Est-ce que la conversation est appropriée? Je sais pas, je sais pas comment je dois le prendre. Donc nous, on en jouait déjà plus tôt, puis on a eu cette opportunité avec Esther, puis il y a toute cette capsule de mannequin, parce que son dernier défilé de la Cambre, c'était une capsule all size. Ouais. Donc il y avait des très fines, des plus grosses, des petites, des grandes. Il y avait vraiment de tout. Et ça, c'est mon entrée dans le mannequinat. Après ça, on a continué à travailler avec elle pour les shootings, pour ses premiers concours, etc. Et puis un jour, j'ai vu passer une annonce pour un casting où ils cherchaient quelqu'un dans le nord de la France ou dans la Belgique. Et donc moi, j'ai envoyé un mail auquel j'ai pas eu de retour. Et puis quelques mois plus tard, je reçois un mail de l'agence en mode oui, est-ce que vous voulez bien venir signer un contrat? Et j'étais à quoi? Enfin, tu vois, moi je voulais juste faire le petit casting là qui passait, pour lequel on m'a nié la gueule. Et ils étaient non, on aimerait bien vous signer. Ok. Et j'étais ok. Et t'avais que les photos. I guess. Mais t'avais les photos que t'avais faites pour Esther. J'avais les photos que j'avais fait avec Esther. Je crois qu'en attendant, j'avais déjà travaillé avec. Tu vois, un peu des bouches à oreille. Parce que t'as des chouettes photos. J'imagine que ton book était quand même sympa. Assez représentatif. C'est sympa. Oui, hein. Mais je l'ai pas vu ton book. Il y a des chouettes trucs. J'ai vu quelques photos assez différentes sur tes réseaux et parfois dans tes stories. Et oui. Oui, il y a des chouettes trucs. Après, je pense qu'il y a plein de choses qui sont pas ultra professionnelles parce que j'ai pas eu une entrée dedans où je me suis dit, ok, je fais des photos comme ci, comme ça, des portraits, des machins, et je vais proposer à des agents. Tu vois. Mais donc on t'appelle, on te dit, ok, on veut signer un contrat. Mais c'est quand même important, je crois, de préciser, peut-être après ou peut-être eux ils te l'ont précisé, mais la question des mensurations, parce que pour moi, millénial que je suis, pour moi c'est les mensurations idéales, c'est 85, 64, 85, tu vois. Wow. Tu vois, c'est très slim. Waouh. Tu vois, c'est l'époque Kate Moss, quoi. Est-ce que là, on t'a parlé de mensuration? Est-ce qu'on t'a parlé de poids? Est-ce qu'on t'a parlé de taille? Est-ce qu'on t'a dit? Non. C'est pour plus size. C'est pour. Alors oui. Tu vois, comment est-ce que ça a amené ça? L'agence, elle s'appelle Agence Plus. Ok. Et là, déjà, ça donne. Il y avait une ambiance. Ça donne déjà, oui, c'est ça. C'est une agence dont j'avais déjà entendu parler à Paris, parce que forcément, du coup, quand j'ai commencé avec Esther, donc on a fait le défilé à la Cambre, puis après, elle a fait le festival, enfin, ils ont fait, parce que Esther Manas, c'est Esther Manas et Balthazar de Pierre. Ils ont fait hier festival. Ouais. Et en fait, pour que nous, on puisse être ces mannequins à hier, parce que elle, c'était une condition pour le faire, on a dû être chapeauté par une agence. Ok. Donc, on a dû signer un contrat pour être couverte par une assurance d'agence de mannequins, etc. Donc moi, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à me renseigner sur les agences qui existent, qui travaillent avec des mannequins plus size, des mannequins dites plus size, des mannequins grosses, etc. Donc j'avais déjà vu Agence Plus à Paris, et donc je savais que s'ils m'écrivaient, c'était pour la partie plus size, tu vois. Enfin, il n'y avait pas de... Pas de quiproquo, oui, c'est ça. Non, ça a été assez clair. On m'a pas parlé de mensuration. On m'a demandé mes mensurations, forcément, parce que c'est obligatoire pour être référencé sur le site. Après, il n'y a pas eu... Enfin, quand tu signes un contrat, un des trucs auxquels tu t'engages, c'est de rester dans ces mensurations-là, plus ou moins, tu vois. Ouais. Bon, forcément, on t'envoie pas des messages tous les mois pour savoir combien tu pèses et combien tu mesures, tu vois. Mais on t'engage avec cette image-là. Donc l'idée, c'est que tu restes dans cette image-là. Et que si tu fais des changements drastiques, style tatouage, piercing, coloration, tu préviens ton agence. Okay. Après, ça dépend des contrats que t'as, si c'est exclusif ou pas, ou alors eux ont leur mot à dire. Mais moi, c'était pas exclusif. Puis ils sont à Paris. J'ai travaillé avec eux et j'ai fait quelques contrats avec eux. Mais moi, je faisais des études, tu vois. Je faisais ça sur le côté parce que, entre guillemets, j'avais la chance de pouvoir me dire je fais du mannequinat parce que c'est marrant et que j'ai des opportunités. Mais je me retrouvais au festival d'hier en train de remplir mes papiers pour l'IEX, en train de finir. Ton job, c'était étudiante. Mon job, c'était être étudiante. J'ai fait la Fashion Week de Paris et j'étais en train de finir des trucs pour mon mémoire, tu vois. Enfin. Ouais. Et en même temps, c'est confortable parce que c'est tellement un métier instable que tu te dis c'est pas ma première source, tu vois. Et en même temps, peut-être que parfois je me demande si ça m'a pas volé un peu parce que du coup je me suis jamais donnée à 100%. Enfin, tu vois. Oui, je vois. Tu peux pas avoir 100% de résultats si tu donnes pas 100% d'énergie et d'investissement. Et en même temps, c'est ton image. Enfin, tu vois, c'est tellement plus dur
je trouve, parce qu'on a eu la discussion avec une amie mannequin taille normale, entre guillemets, mannequin classique, et on avait une pote qui disait ouais, mais vous, c'est quand même cool, tu fais un contrat, t'as 3000 balles. Et t'es là, ouais, mais en fait, moi, si on me dit non, on me dit pas non parce que je sais pas faire un joli dessin sur le cappuccino. On me dit non parce qu'on me trouve moche. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus personnel sur le fait d'être calme pour un job ou de pas avoir un casting, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que ça veut dire que tu ne corresponds pas au truc. Et c'est en fait, ton identité. C'est toi et ton image, tu vois. C'est ton identité, non, qui est remise. C'est pas, t'as pas la capacité à faire un morito, tu vois. Ou à laver un bar, ou à faire une fermeture, je sais pas. C'est toi. Ce que tu es. C'est genre, on t'a regardé, on a dit, non. Oui, dit comme ça, c'est vrai que c'est quand même dur. À partir de quel moment on passe de la catégorie mannequin classique à mannequin plus size? Est-ce que tu sais, toi? Ou est-ce que de ton observation, de ton expérience? Alors, il me semble qu'à partir du moment où tu fais pas un 36, je pense. Après, je crois que ça dépend un peu de ta taille aussi, parce que du coup, le visuel rend différemment. Mais il y a eu toutes des questions sur les mannequins mid-size. Mid-size, c'est normal, quoi. C'est celles qui sont pas trop... Oui, c'est 38, des fois 40, en fonction de ce à quoi ça ressemble, en fait. Parce que moi, je sais qu'il y a des jobs pour lesquels j'ai postulé, pour lesquels on m'a dit, ah, vous avez vraiment les bonnes mensurations. Genre, tu fais la taille qu'on recherche, mais visuellement, tu fais pas assez grosse. Puis c'était là, genre, t'as un corps un peu trop athlétique, entre guillemets, tu vois. Mais c'était là, genre, ça se voit pas suffisamment que t'es grosse. Et j'arrive, vous voulez quoi? Enfin, jusqu'où on va? Pourquoi vous avez besoin de mannequin plus size? Est-ce que c'est juste pour ticker la case? Regardez, on a des corps différents. Est-ce que vous en avez vraiment quelque chose à foutre? Enfin, tu vois? Et selon toi, c'est quoi? Parce que d'après Esther, je reprends toujours comme référence cette super interview dans laquelle je l'ai entendu expliquer que pour elle et pour Balthazar, c'était normal. Et pour Balthazar, c'était normal de développer des collections pour des filles grosses parce que celle qu'il aimait et celle avec qui il partageait sa vie, c'était une fille grosse. Que donc ça s'est mis dans leur collection. Après, il faut écouter ce podcast. J'invite vraiment tout le monde qui s'intéresse à ça et à Esther d'aller écouter cet épisode de podcast qui s'appelle Cast, où ils expliquent leur parcours. C'est juste une succession de portes qui s'ouvrent et alors ils se sont engouffrés dedans à chaque fois. Et c'est pas le terme que je veux utiliser, c'est pas que c'est un hasard, c'est qu'ils ont vraiment saisi les opportunités en y répondant avec les valeurs qu'ils avaient envie de porter, dont l'inclusivité, la réelle inclusivité. Et puis après, Esther expliquait que le fait de vouloir faire des vêtements pour les femmes grosses n'était pas suffisant, que pour qu'il y ait des femmes grosses dans les collections de prêt-à-porter, dans les défilés, que c'était pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une industrie. La mode est une industrie dans laquelle il y a une multitude d'intervenants. Tous les intervenants ne sont pas prêts à cette inclusion-là. Il y a des règles et puis on dépend aussi de l'influence d'autres pays. En fait, tu vois, des fois, tu postules pour des agences, par exemple, et t'es pas reprise, pas parce qu'ils peuvent pas te représenter, t'es pas reprise parce que tu corresponds pas à la mode du moment. Moi, je sais que sur le marché français, par exemple, il y a des castings que j'ai pas eu parce que je ressemble pas vraiment à une Française. Enfin, tu vois, je ressemble pas à la Française typique, tu vois. Ouais, alors que peut-être que si je travaillais en Allemagne ou en Pologne, ça fonctionnerait beaucoup mieux parce que j'ai un physique et un faciès qui ressemble beaucoup plus à ces pays-là. Dans cette économie de marché, il y a une identification qui doit se faire de la clientèle par rapport à ce qu'on veut vendre. Il y a des projections, tu vois. Esther et Balthazar, c'est vraiment particulier parce que c'est vraiment une équipe, tu sens qu'ils t'aiment, tu vois. Tu bosses avec eux et tu sens l'amour. Oh, c'est trop beau. Genre vraiment. Et au-delà de sentir l'amour pour nous, tu le sens l'amour pour le corps, pour la femme. Ils le font pas juste parce qu'ils savent qu'il y avait un créneau. Ils l'ont fait parce que c'est quelque chose auquel ils croyaient vraiment, tu vois. Et tu crois que ça s'est passé, que pour eux, en l'occurrence, il y a eu un endroit où la tendance et leurs valeurs se sont croisées, mais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de passer. Parce que j'ai lu quelques articles à ce sujet-là qui disaient que, en fait, il y a eu toute une vague de campagnes d'inclusivité, d'inclusion, j'aurais le meilleur des deux termes, des gens hors normes, des mannequins hors normes plus size, et qu'en fait c'est passé parce que finalement, au moment des défilés, dans les catalogues, on en revient aux mannequins hyper fines, hyper skinny, et là il y a même un revival de Kate Moss, quoi, du cliché de Kate Moss. Est-ce que tu crois que dans la vraie vie,
les femmes sont plus proches du 40, 42, 44 que du 36. Ça, c'est oui. Ça, c'est la vraie vie. Est-ce que le marché, l'industrie de la mode et des médias dans lesquels les femmes sont représentées, à un moment donné, va intégrer le fait qu'il faut montrer la vérité? Tu vois, bien sûr que les magazines vendent du rêve, que un défilé, ça vend du rêve. Mais le rêve, il faut quand même qu'il reflète un minimum de réalité. Je pense que ce qui s'est passé, selon ma lecture des choses en tout cas, c'est qu'il y a eu une sorte de propagande comme ça. Il y a eu en tout cas via les réseaux une hyper médiatisation des corps dits hors normes, des mannequins plus size, de l'inclusivité, alors que dans les faits, quand tu regardes les statistiques de combien de personnes ou de mannequins dits plus size se retrouvent sur les défilés, il est ridicule le nombre, tu vois. Pourtant, les gens sont là genre, mais non, ça avance super bien. Bah, en fait, ça avance pas super bien à partir du moment où je vais dans un centre commercial et que je peux pas essayer de fringues parce qu'il n'y a pas de vêtements à ma taille dans le magasin. Alors, ça existe sur Internet. Mais du coup, la femme grosse est relayée à... Elle doit rester chez elle, quoi, si on veut faire du shopping. Oui, à surtout ne pas prendre de place dans la société, tu vois. À essayer les trucs dans l'intimité et le secret de ces 4 murs, tu vois. Mm-hmm. Après, c'est la même chose pour plein d'autres trucs, pour les personnes en situation de handicap, qui sont en chaise roulante. Ok, super, t'as une cabine dans laquelle je peux entrer avec ma chaise, mais est-ce que le magasin est praticable? Enfin, dans la réalité des faits, les gens veulent se donner bonne conscience, ils vont faire un truc, ils vont le surmédiatiser parce que comme ça, tout le monde pense que c'est réglé. Et derrière, il se passe rien, tu vois. Mm. Moi, du coup, mes frères, je me souviens avoir un jour cherché une chemise pour mon frère qui mettait à cette époque-là du 2XL ou du 3XL. Impossible de trouver un truc. Je finis par trouver une chemise et je dis ouais, vous en avez pas d'autres, tu vois? Et le mec est là genre non, parce qu'en fait on en reçoit moins, mais du coup elle part direct. Et je dis frérot, du coup ça il y a plein de demandes, peut-être t'en recommandes plus. Je sais pas, enfin tu vois. Après de nouveau, c'est des trucs où je pense que les gens qui tombent dedans du jour au lendemain, qui ont aucune référence, ils savent pas quoi faire. Moi j'ai un père qui mettait du 3XL, 2XL, qui mettait des chaussures taille 50. On lui achetait des fringues en Hollande ou en Roumanie quand on partait en vacances. Et je me souviens, quand j'avais genre 12 ans, on était dans un centre commercial, il essaye une chemise, il voit que c'est sa taille et il dit au vendeur, ramenez-les-moi toutes. Je les achète toutes. Je vais acheter toutes les chemises à ma taille. C'est marrant parce que c'est marrant. Ce que tu es en train de m'expliquer là, par rapport à trouver des choses à ta taille, me ramène de nouveau à mon travail. Mm-hmm. Et ce qui m'a donné envie d'avoir cette discussion avec toi, c'est que j'ai travaillé, ça fait quelques mois maintenant que je travaille avec Diane de Tamim, qui est aussi une fille grosse, mais qui peut-être correspond plus un petit peu aux caractéristiques des réseaux sociaux, parce qu'elle a une taille très très fine, un visage fin, sa carrure n'est pas très très large, mais quand même, il y a vraiment cette morphologie en sablier. Mais ceci étant, ça ne facilite quand même pas les choses quand il s'agit de lui trouver une tenue, parce que la taille fine et les hanches larges, on trouve pas ça dans le commerce. Avec elle, on a travaillé aussi avec une artiste dont elle s'occupait pour la direction artistique et pour évidemment le make-up. Et pareil, ça a été difficile pour moi de trouver quelque chose pour cette artiste, parce qu'en fait, elle avait une morphologie de nouveau différente. Une femme grosse, avec une taille pas marquée, un buste court et des longues jambes. Et en fait, dans mon référentiel, à moi, dans ma database, je ne savais pas vers quoi aller pour la mettre en valeur et faire en sorte qu'elle se sente bien dans son corps. Parce que dans les formations que j'ai reçues, que j'ai suivies pour la morphologie, la colorimétrie, l'harmonie des corps, l'équilibre, le machin, on ne me parle pas des gens de couleur et on ne me parle pas des gens qui sont gros, en fait. Ouais. On ne nous apprend pas à travailler avec des gens qui sont différents. Donc une femme qui n'est pas blanche et mince et avec une taille marquée, c'est un problème. Elle est même pas mentionnée dans ces trucs-là. Et donc ça a aussi alimenté cette réflexion de dire ok, mais en fait moi qui veux travailler de plus en plus avec des créatifs, avec des créatives qui ont quelque chose à dire, à raconter, quand elles sont pas dans la norme, comment je fais en fait? Quelles sont mes ressources pour les habiller, en fait? Tu dois tout réinventer, en fait. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé avec Esther, elle m'expliquait un peu comment fonctionnaient les magasins et l'industrie textile. Et elle disait souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils partent de la taille de base
Et puis, pour faire des vêtements pour les personnes plus grosses, juste, ils augmentent. Et donc, en fait, des fois, ça correspond à rien, tu vois. Ouais. Et donc, Esther, elle prenait le problème à l'envers. Elle prenait quelque chose d'extrêmement grand Et de voir elle comment taillait dedans. Ouais. Et en fait, elle nous demandait à chaque fois, est-ce que là, ça te va? Est-ce que tu voudrais que ce soit plus long? Et en fait, tu finis par rencontrer... Moi, j'ai bossé aussi avec la Fido, qui est une marque de lingerie. De lingerie, ouais. Aussi hyper inclusive, incroyable. Hyper inclusive. Communication. Et en fait, Muriel, elle me demandait souvent, genre, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne trouves pas sur le marché? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et donc, elle a créé une espèce de jambière pour pas avoir les cuisses qui frottent, mais qui en même temps n'est pas un short, parce que des fois, t'as juste pas envie d'avoir les cuisses qui frottent, mais t'as pas envie d'une gaine, tu vois. Oui, je sais, je connais. Je fais partie des gens qui connaissent ce problème. Elle avait fait tout un truc, et en fait, au fur et à mesure de faire des shootings avec elle, il y avait des pièces qui étaient créées, qui du coup étaient créées parce qu'on lui exprimait des problèmes qu'on rencontrait, tu vois. Et après, tu sais que c'est hyper compliqué dans l'industrie de pouvoir créer, de faire quelque chose qui fonctionne. C'est ça. Mais donc, ça veut dire que une femme grosse, elle doit, parce que produire quelque chose en petite quantité, ça coûte plus cher que de faire de manière industrielle. Donc, ça veut dire que non seulement les femmes grosses, elles peuvent pas aller dans les magasins parce qu'il n'y a pas leur taille, donc elles doivent faire tout en cachette, enfin caché aux yeux du monde, et que si elles veulent quelque chose qui corresponde réellement à leurs besoins, elles doivent le faire, et ça leur coûte un bras. Enfin, ou alors elles sont condamnées à prendre des trucs qui éthiquement sont pas ok, tu vois. Genre moi, j'ai commandé chose que je déconseille fortement sur Shein. J'ai commandé une fois 2 robes, elles me vont trop bien et elles font le taf. Mais c'est horrible de se dire qu'en fait, si tu veux pouvoir t'habiller à la mode ou avec des trucs un peu stylés, bah tu dois presque aller à l'encontre de tes valeurs, tu vois. Parce qu'en fait, les seuls qui font le taf, c'est Pretty Little Things. Enfin, tu vois, du coup, c'est de la qualité de vêtements nulle. Ben, mes grands-parents, ils me le racontaient souvent que genre, ils avaient pas énormément d'argent, mais ils avaient été obligés de faire des fringues sur mesure à mon père parce qu'il y avait rien. Parce que c'était une époque où la mondialisation n'était pas aussi poussée que maintenant. Parce qu'ils voyageaient pas, donc ils partaient pas à l'étranger. Ma grand-mère, elle faisait pas de couture. Donc à un moment, t'es obligé de dépenser super cher. Après, de nouveau, c'est une manière de voir les choses. Genre moi, je dis souvent, je me souviens avoir essayé des jeans il y a pas longtemps et avoir envoyé un message à ma sœur en disant putain, on est vraiment les mal aimés de la mode et tout, genre ils en ont rien à foutre de nous. Et elle était là genre ouais, mais peut-être qu'il faut le voir comme on est tellement exceptionnel qu'on a besoin de sur-mesure, tu vois. on est les corps de l'artisanat. Tu vois, c'est trop beau. Big up à ta frangine. Ça, c'est trop beau. On est les corps de l'artisanat. On peut pas fit. On peut pas fit dans les trucs pour tout le monde. Parce qu'il nous faut du sur-mesure. Il faut des trucs pour nous. Et elle, maintenant, elle est mariée avec un homme qui fait du sur-mesure, qui est tailleur de costumes sur-mesure et tailleur de costumes artisanal. Donc, il fait tout à la main. Ok. Et il voit bien le problème. Donc, lui, il commence à lui faire des pantalons et tout. La meuf, elle a le jackpot, tu vois. Ouais, ça va être trop bien. Un gars qui lui fait des pantalons, mais punaise. Pour rebondir sur le truc avec Diane, en fait, c'est ça aussi que ça crée d'être une femme grosse, en tout cas en Belgique, c'est que tu finis par donner des tips et par avoir un espèce de réseau. Genre, moi, je sais que quand j'ai besoin de certains trucs, j'envoie des messages à Diane, je suis la meuf, ça, tu trouves où, tu vois? Des chaussures comme ci, des chaussures comme ça, tu chopes ça où? Et pareil, Diane, quand, pas systématiquement, mais on sait que si on veut avoir une tenue un peu qui claque un peu et qui sort pas d'un magasin, il faut qu'on taffe ensemble et il faut qu'on ait au moins 15 jours devant nous pour faire quelque chose. En fait, c'est ça qui est triste quand tu le remarques, c'est qu'il y a plein de petits bonheurs. Le fait de performer, d'être une femme, enfin, ça sonne mieux en anglais, mais voilà. L'expérience féminine, tu vois, ou l'expérience d'être une femme. Il y a plein de petits bonheurs qui, en fait, sont retirés aux femmes qui n'ont pas le corps. Aller faire du shopping avec ses copines. Moi, je prends pas de plaisir à aller faire du shopping avec mes copines parce que je rentre pas dans les fringues, tu vois. Tout comme quand j'étais plus jeune, c'était déjà la même chose. Je peux pas, et c'est ça un problème auquel Esther a en fait beaucoup pallié, c'est ce truc d'être chez une copine, de pas avoir de fringues et de dire vas-y, je t'emprunte ça. Bah, tu peux pas le faire, tu vois. Sauf si, effectivement, il y a des vêtements qui ont des tailles universelles, ou alors quand c'est la mode ou alors quand t'as une amie qui est grande et balèze, tu vois. Ou que c'est la mode de l'oversize. Oui, mais en fait, moi, c'est ça que je trouve hyper hypocrite, c'est qu'ils sont beaucoup là, genre, on peut pas faire de fringues pour les meufs grosses parce que c'est trop compliqué. Par contre, faire des oversize pour des meufs qui font du 36, là tout le monde est là, tu vois. Là, tu sais faire des fringues plus grandes. Ben alors, du coup, t'as juste un problème contre moi, en fait. C'est juste de la grossophobie. Parce que ça veut dire que t'es pas prêt à faire le taf quand c'est pour habiller quelqu'un.
Mais c'est pour rendre quelqu'un stylé, là, ça fonctionne. Ouais, c'est pas la même chose. Et là, tu dis, en fait, c'est violent, tu vois. C'est comme quand tu vas au spa et qu'en fait, les portiques, les peignoirs, tout est trop petit. Tout est petit, tu vois. Ouais. Et t'es là, genre, en fait, t'as pas envie que je sois là. Bah, je me suis fait la remarque aussi, même dans les transports en commun. Que, tu vois, mon questionnement a été aussi le résultat d'une prise de poids d'une prise de poids excessive en une année, à savoir 12 kilos sur un an, sans grossesse derrière. Et en fait, un inconfort total dans les transports en commun, quoi. Et je me suis dit, mais ouais, je comprends maintenant. Enfin, ouais, t'as les fesses coincées. Oui, l'espace public n'est pas fait non plus pour les gens gros parce que en dehors de la norme. Ça me donne envie de te poser la question suivante. Est-ce que le fait d'être victime de grossophobie, à un moment donné, ou parfois, te rend grossophobe toi-même? Ouais, à fond, parce que personne n'a envie de faire partie d'un groupe marginalisé, je pense. Et donc, même en étant une femme grosse, tu vas essayer de pas être la grosse qui correspond au cliché triste et, entre guillemets, pathétique que la société se fait. Tu vas vouloir être la grosse sympa, la grosse qui apporte de la lumière, de la joie, tu vois. Et du coup, tu rentres toi-même dans des trucs où tu te retrouves à juger des gens. Après, tu juges des gens gros, tu juges des gens pas gros. Enfin, moi, c'est vraiment en travaillant sur la question du corps. Déjà, j'ai beaucoup travaillé mon estime de moi, la façon dont je me perçois, parce que je me souviens, Balthazar, souvent, il m'envoyait des photos des shootings, et il était là, ouais, vas-y, est-ce que t'aimes bien et tout. Et il y a des photos que je détestais. Et lui, c'était sa préférée. Et donc, j'étais là, c'est parce qu'on perçoit pas la même chose, lui et moi, quand on regarde la photo. Et donc, il y a vraiment un moment dans ma vie professionnelle, en tout cas, où les gens étaient là, genre, ah, on va t'envoyer la vidéo, on va t'envoyer les photos. Et j'étais là, si ça vous convient, faites avec. Si vous êtes content du résultat, que ça dise ce que vous voulez que ça dise de votre marque ou de vos vêtements, envoyez. Mais donc, est-ce que ton travail en tant que mannequin grosse, pour dans les catégories dites plus size, t'a aidé dans ta confiance en toi en tant que femme grosse, t'a aidé à accepter cette différence, ou au contraire, elle a fragilisé justement ça, ou alors c'est un aller-retour, parce que c'est possible, enfin, c'est souvent ça, il y a rien de... Je doute qu'il y ait des choses qui soient toujours qui soient constantes. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui fluctue. Mais de manière générale, ça a favorisé ton bien-être, ou au contraire, ça l'a plus mis à mal? Les deux, parce que c'est vraiment un métier particulier, je pense. En tout cas, ça m'a beaucoup éduquée et ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur la réalité de la société, sur comment on fonctionne, sur ce que moi j'avais internalisé, que ce soit la grossophobie ou la misogynie, et sur la façon dont on est dans une société qui veut tout rendre beau. Parce qu'il y a une différence à moi, j'aime bien donner ceci ou cela de ma personne, mais je sais que je pouvais être, par exemple, très critique sur des femmes où j'estimais qu'elles prenaient pas soin d'elles, tu vois. Où j'étais là, ça lui coûterait pas grand-chose de faire ci ou ça. Et en fait, il y a vraiment un moment où je me suis dit, en fait, c'est qu'elle a juste pas envie, tu vois. C'est que elle, c'est pas là qu'elle met sa valeur, c'est que elle s'en fout. Et en fait, le fait d'accepter que certaines personnes ne trouveront, par exemple, jamais un corbeau, tu vois. En vrai, qu'est-ce que ça change jamais. Enfin, tu vois, est-ce que moi, vraiment, ça m'impacte? Si ça me bloque dans mon travail, effectivement, il y a un problème. Est-ce que tu as toujours ce truc-là? C'est si tu vas à un casting et que tu n'as pas été prise, est-ce que tu te dis toujours, OK, ça veut dire que pour moi. Cette personne, c'est moi? Non, j'ai plus ce truc-là. J'ai plus ce truc-là parce que je me rends bien compte qu'il y a des modes. Je me rends bien compte que tout ne dépend pas non plus de la personne qui fait le casting, en vrai. Parce que, OK, toi, t'es la personne qui choisit, mais tu choisis ce que le client t'a demandé de choisir. Après, quand tu remarques l'hypocrisie du milieu, il y a un moment où t'es là. En vrai, je suis même pas sûre de vouloir faire partie de ce truc, tu vois. Genre, moi, il y a des marques pour lesquelles j'ai shooté en non reconnaissable. Donc, c'était pour du e-commerce, des trucs comme ça. Et j'essayais des fringues et ça m'allait pas. Et genre, je pouvais pas fermer le pantalon ou des trucs comme ça. Alors que les gens me choisissent avec mes mensurations, ma taille, ils ont toutes les infos, tu vois. Et c'était là genre, oh, c'est pas grave, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Genre, on va juste mettre un t-shirt long au-dessus, ça se verra pas. Et moi, j'étais là. Donc, en fait, on mérite que du mieux que rien. Enfin, tu vois. À ce rythme-là, frère, donne-moi un jogging, tu vois. Enfin, je m'en fous d'avoir un truc que techniquement, je peux pas porter toute la journée parce que c'est inconfortable, que ça ne fit pas. Et en fait, c'était mieux que rien.
Donc il y a vraiment eu, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as un corps en sablier ou quand tu as un corps formé d'une certaine manière. Et c'est là qu'en fait les gens sont devenus un peu... Enfin, où ça a l'air d'être devenu hyper compliqué dans l'industrie. C'est qu'à un moment, ils se sont dit, OK, on va faire des vêtements pour des tailles plus grandes. Et en fait, c'était pas du tout conçu pour fonctionner. Ouais, c'est ça. C'était genre juste, si tu devais faire un 46, probablement tu allais être grosse de partout. Et donc, tu te retrouves avec des trucs qui ne fonctionnent pas. Et tu te retrouves, tu sais, à faire les techniques TikTok avec des lacets, des machins, ça pour resserrer des ceintures. C'est catastrophique, tu vois. Ouais, ça c'est le problème, je crois, de le fait de produire en grande quantité et la gradation. Et donc, en fait, on augmente juste les centimètres sans se dire, OK, mais en fait, les proportions sont pas les mêmes. C'est aussi une question de... Et après, ça t'oblige aussi à improviser, tu vois. Moi, je me suis retrouvée très tôt à prendre des tissus et me faire des jupes ou des robes en accrochant un truc ici, une ceinture par là. Et tu sais, les gens sont là genre, moi, je pourrais jamais. Mais c'est parce que t'as pas besoin de le faire. Moi, je peux le faire parce que j'ai pas eu le choix. Tu vois, c'est ça. Il y a un moment où je me suis retrouvée bloquée. C'était avec ce qu'on me donnait, une obligation, quoi. Ouais, après, je sais que ma sœur, par exemple, alors qu'on peut échanger la majorité de nos fringues, des fois, elle regarde des fringues que je mets et elle est là, jamais j'oserais faire ce que tu fais, tu vois. Mais ça, c'est plus une question de personnalité. Alors qu'il y a sûrement plein de choses qui lui iraient très bien. Et puis, c'est de nouveau la manière dont tu te perçois. Enfin, tu vois, il y a des gens qui vont pas vouloir montrer leurs jambes, alors qu'en vrai, si elles étaient en short, personne serait choqué. Mais ça, c'est des choses personnelles. Après, je pense qu'il y a vraiment un très gros impact de la société parce qu'il y a vraiment des choses qui sont connotées au fait d'être grosse. Et la plupart des gens vont penser qu'une femme grosse, on parle beaucoup des femmes, mais pour les hommes, il y a aussi plein de choses qui sont vraies, qu'elle prend pas soin d'elle. Vont d'office être mal dans leur peau. Elle ne mange pas bien, elle fait pas de sport. Ouais, elle doit être triste. Elle doit être prisonnière de son corps. Tu vois, une personne très taiseuse, grosse, tout le monde va se demander est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle est OK, alors qu'une personne taiseuse, maigre, les gens vont juste être là, oh, elle parle pas beaucoup, tu vois. Les gars, si ça se trouve, la personne grosse va très bien. C'est juste qu'elle parle pas beaucoup. Enfin, tu vois, c'est pas dit que si maintenant elle perd 40 kilos, elle va devenir hyper extravertie. Mais comme tu disais tout à l'heure, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on pense, on croit ou on sait que notre image va être interprétée. Les projections qu'on fait. Est-ce que pour toi, et puis ensuite, est-ce que tu penses que c'est le cas pour les personnes grosses en général? En tout cas, moi, je sais que ça a été le cas, qu'on construit notre identité, enfin que notre identité est d'être quelqu'un de gros, parce qu'en dehors de la norme, alors à l'école, on est différent. Bon, pour ma part, pas pour toi, mais au sein de la famille aussi, tu vois, on est différent, et que finalement, on construit notre identité autour du fait que on est gros, ou en tout cas, le fait d'être gros est un élément à part entière de qui on est, de comment est-ce que on construit, tu vois, Je dirais que le fait d'être gros est un élément à part entière de la façon dont tu construis ton identité. Je dirais pas que ça définit ton identité. Après, ça dépend de l'intensité et l'intérêt que tu portes à ça, tu vois. Évidemment. Mais je pense particulièrement à une de mes amies qui est artiste, qui est française, qui s'appelle Elsa Baker, et qui, elle, fait 1m80, a toujours été costaude, était grosse avant, maintenant a perdu du poids. Et en fait, elle le dit, moi, des fois, je vis encore la vie comme une personne... Enfin, tu vois, je sais ce que c'est, et donc j'ai beaucoup plus de sensibilité à comment maintenant j'agis dans ma vie, parce que je sais ce que c'est d'avoir été gros. Ma mère, c'était une femme grosse, après elle a fait un bypass pour des raisons de santé, parce qu'elle avait le diabète, etc. Elle a un peu été forcée à faire son bypass dans le sens où ça la dérangeait pas d'être une femme grosse, parce qu'elle avait fini par l'accepter, elle était avec un homme qui trouvait ça génial. Enfin bref, elle vivait sa life. Elle l'a fait parce qu'on lui a fait un peu peur en lui disant qu'elle allait être aveugle, qu'elle verrait pas ses petits-enfants, parce qu'à cause du diabète, bref. Et donc ça a été un bypass un peu forcé. Elle l'a très très mal vécu au début. Et puis elle disait, en fait, je continuais à aller dans les magasins et aller dans les rayons plus size, où je regardais des styles et j'étais là, bah jamais je pourrais me le permettre parce que j'ai des gros mollets. Jusqu'au moment où son cerveau était là, alors en fait, ma belle, tu peux faire ce que tu veux. Ton corps n'est plus ça. Oui. On parlait dans les notes et dans la discussion qu'on a eue en off, on parlait de dysmorphie, qui est un principe selon lequel on voit son corps distorsion de la réalité de manière différente de ce qu'il est en réalité.
du coup, oui, je pense que le fait d'être gros ou la façon dont ton corps existe dans l'espace public et dans la société impacte ton identité et la manière dont tu te construis. Après, je pense que c'est pas immuable. Je pense que ça peut changer. Je pense que ça peut changer en fonction de où tu vis, de la société, de la réalité dans laquelle tu existes. Tu vois, si maintenant je déménage au Canada et qu'en fait, dès que je sors dans un magasin, je peux m'acheter des trucs à ma taille, probablement que ma vie au jour le jour va être sensiblement différente. Tu vois. Ouais, parce que tu vas vivre ton corps de manière différente. Oui. Toi, et puis... Peut-être que je vais me permettre beaucoup plus de trucs au niveau stylistique. Peut-être que je vais avoir beaucoup plus envie de... Parce que plus accessible, parce que plus dans la norme. Tu vois, plus dans la norme, plus accessible. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu... Moi, je le compare souvent au fait de parler une autre langue. Moi, j'ai des traits de caractère qui s'augmentent quand je parle une autre langue. Je sais que... Enfin, tu vois... Tu vas être plus maniéré ou plus passionné si tu parles telle langue. Enfin, tu vois, il y a tous des trucs qui sont un peu... comme exacerbé par la réalité dans laquelle t'es, tu vois. Et par rapport à la dysmorphie, c'est un sujet compliqué parce qu'il mène aussi à la santé mentale, tu vois. Donc c'est un sujet touchy. Par rapport à ton travail de recherche et la question que tu as développée dans ton mémoire, est-ce que le fait d'être grosse, pas forcément mannequin, mais le fait d'être grosse, est-ce que c'est un synonyme de lutte constante? En tout cas, je dirais en Europe de l'Ouest francophone enfin tu vois, parce que si tu vas en Allemagne c'est déjà différent, si tu vas en Hollande c'est déjà différent, on est à même pas 2 heures de route, c'est déjà différent. Donc on va circonscrire à la Belgique, alors ce sera plus facile à la Belgique et à la France. Est-ce que le fait d'être une femme grosse aujourd'hui en 2024 est synonyme de lutte identitaire? Je pense que c'est synonyme de lutte. Après je pense que cette lutte n'est pas tout le temps consciente ou pas tout le temps conscientisée, tu vois. Il y a des personnes grosses qui vont pas voir le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais qui vont pas voir les choses contre lesquelles elles luttent tous les jours, tu vois. Mais on en parlait tout à l'heure, l'espace public, la place. Moi, je me souviens d'une terrasse où j'allais souvent. Et à un moment, j'ai parlé au gars et j'étais là, t'as pas envie de changer tes chaises, mec? Parce que... elles sont pas du tout confortables, tu vois. Et vraiment, après, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. On était beaucoup sur la vanne et tout. Et il était là, meuf, c'est peut-être à toi de faire un truc. Ah ouais, d'accord. Mais oui, je pense que le corps est politique parce qu'il est politisé. Et donc, quelque part, t'entres malgré toi dans une lutte. Après, que tu le vis, enfin, ça dépend comment tu le vis. Que tu le vis bien ou que tu le vis mal, ça peut être, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas linéaire. Mais je pense que c'est une lutte, ouais. C'est une lutte parce qu'il y a plein de trucs qui te sont ou moins accessibles ou accessibles différemment. Après, il y a aussi, il y a des personnes maintenant qui ont beaucoup ce discours de se questionner sur qu'est-ce qui est de ton fait ou pas. Il y a des personnes qui ont cette théorie que certaines femmes se protègent aussi en étant plus grosses d'une société qui essaye déjà un peu de les étouffer parce qu'on est dans une société patriarcale de toute manière. Et que ça... Et prendre de la place physiquement. Ouais, prendre de la place physiquement, accepter d'être là. Après, c'est s'imposer déjà d'une certaine manière. C'est s'imposer. Et puis, comme tu disais, il y a beaucoup de projections. Moi, je vais très vite être considérée comme grande gueule parce que je donne mes opinions, je parle, voilà, je prends de la place. Ou en tout cas, quand je suis là, les gens savent que je suis là, généralement. Mais du coup, comme aussi physiquement, je prends de la place, des fois, les gens vont avoir cette espèce de projection que j'écrase les autres. Et je me souviens avoir fait une présentation à un moment à l'UNIF. Et j'avais une copine qui savait plus ce qu'elle était en train de dire. Elle avait pas la suite de la phrase. Et donc, je l'ai pris pour un peu l'épargner, tu vois. J'ai continué la phrase. Et il y a vraiment une prof qui était là, genre, ah non, mais en fait, ne la coupe pas. Et la meuf était là, non, mais je n'ai pas du tout été coupée, tu vois. Elle m'aide. Ouais, elle était là, genre, non, mais là, genre, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Et j'étais là, non, t'as l'impression, parce que comme je suis pas. Tu vois, comme j'ai une la discrétion n'est pas le truc qui me caractérise le plus. Comme j'ai une certaine audace et que je parle et que j'ai une voix qui porte, t'as l'impression que je suis en train de la manger, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Tu vois. Et donc il y a ce truc aussi où de toute manière tu dois lutter. De toute manière, tu dois lutter pour prouver que non, t'es pas une grande gueule qui essaye d'écraser ta voisine, tu vois. Tu dois lutter pour dire que t'es grosse, mais c'est pas parce que t'es en mauvaise santé. Ouais, tu dois lutter pour dire que t'es grosse, mais que c'est pas grave. Ouais. Genre, tu le vis bien, tu vois. T'es en train de chialer tous les jours dans ta chambre. Même s'il y a des jours où tu chiales, peut-être, tu vois. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour autre chose. Puis, quand t'as un corps qui est sexualisé, parce que t'as de la poitrine, parce que t'as des fesses, parce que tu corresponds à certains fantasmes sexuels, pornographiques, peu importe, tu dois aussi lutter, tu vois. Ouais.
Ouais. Puis dans les relations personnelles, interpersonnelles, tu luttes aussi. Parce qu'il y a autant de personnes qui vont te trouver incroyable, charmante, belle, intelligente, profonde, peu importe. Qu'il y en a d'autres qui vont être là, genre, je t'aime bien, mais je t'aime pas suffisamment pour qu'on en fasse vraiment quelque chose. Enfin, tu vois, moi j'ai remarqué qu'à un moment, il y avait vraiment ce truc où t'es le fantasme et pas le projet. Ah, ouais, je vois. Parce que ça peut être difficile, et je peux l'entendre, tu vois. De se montrer en public, genre avec une grosse, ou de dire... Ou avec une meuf où tu sais que les 3/4 des mecs vont fantasmer dessus, ou avoir des projections sexuelles dessus. Ça doit pas être simple, tu vois. Ouais, je vois. J'en parlais avec le mari de ma sœur à un moment où il disait moi j'ai toujours kiffé les meufs grosses, tu vois. Il dit j'ai toujours kiffé les meufs grosses, mais comme je sais que dans mon groupe de potes, bah pour la plupart c'était pas accepté, tu vois. Bah il était là, je faisais semblant Oh là, mais non. de kiffer d'autres meufs, et puis après il était là, attends, mais en fait j'en ai rien à foutre, tu vois. Et donc ouais, je pense qu'il y a aussi une pression, cette pression aussi, pour les hommes, pour les femmes, enfin tu vois, un peu pour tout le monde. De toute manière, il y a la pression pour tout le monde, de base, tu vois. Après enfin, de nouveau, ça dépend. Et c'est ça qui est rafraîchissant quand tu rencontres des gens qui sont vraiment amoureux des femmes, en un sens, tu vois. Genre Balthazar et Esther. Moi, je retire vraiment donc la capsule mannequin qui a été créée quand on faisait la Cambre. Il y a beaucoup de femmes de cette capsule avec qui on a travaillé pendant très longtemps. Il y a un truc un peu unanime où il y avait ce truc vraiment de sororité, où tout le monde se trouvait trop belle, tu vois. C'est trop bien. Peu Pour du importe vrai. les tailles. Ouais, pour du vrai. Pour du vrai de vrai. Genre, tu vois, moi, je regardais les filles de la cabine qui faisaient du 36 et j'étais là, punaise. Et elle me regardait, c'était là, t'es trop belle. Et donc il y avait un espèce d'amour hyper englobant et hyper rafraîchissant, puis de la part d'Esther et Balthazar aussi, parce qu'on sait qu'ils aiment, tu vois. Ils nous aiment, on sait qu'ils aiment comment. C'est pas juste un projet, c'est pas un projet commercial, quoi. Exact. C'est pas un projet commercial. Et ouais, je pense que avoir un corps gros, en tout cas faire partie d'un groupe marginalisé, c'est une lutte en soi, tu vois. Et puis probablement que faire partie de la norme, c'est pas toujours de tout repos non plus. Si tu devais recommander des lectures ou des films ou des documentaires que tu aurais, toi, utilisés dans tes recherches pour permettre à l'une ou l'autre des personnes qui vont écouter cet épisode d'aller trouver peut-être des sources, tu vois, de réflexion pour comprendre, pour accepter, pour analyser, déconstruire, reconstruire un petit peu cette vision, cette conception du corps gros dans une société où il n'est pas la norme, et peut-être aussi de contrer une forme de grossophobie internalisée. Qu'est-ce que tu recommanderais? 2 ou 3 ouvrages? Alors, je sais pas si les lectures que moi j'ai faites étaient vraiment portées sur le corps gros, parce que honnêtement, ça manque encore un peu de littérature. Ah ouais? En tout cas en français. Ok. Après, moi j'ai beaucoup suivi ce que faisait Alice Pfeiffer, parce qu'elle questionne aussi beaucoup le corps, comment il est impacté par la culture dans laquelle tu vis. Ok, ça c'est intéressant, parce que si tu regardes les peintres classiques j'ai peur de dire une bêtise, je vais pas dire l'époque, Rubens, qui peignait des femmes blanches, à la peau blanche, laiteuse et très très grosses. Je dirais même grasses, parce qu'elles étaient, en tout cas certaines œuvres que j'ai vues, elles étaient grasses vues de dos, avec des bourrelets sur les côtés un peu dégoulinants, des fesses assez molles. C'était la quintessence de la féminité, alors qu'aujourd'hui, si tu postes une photo comme ça, ou si on voit ça dans un magazine ou dans un... c'est, de mon point de vue, avec la petite voix de la grossophobe que j'ai au fond de moi, dit mais non, c'est moche en fait. C'est moche, c'est laid, ça dégouline, c'est pas sain. Mais ça, c'était à cette époque-là, et c'est ce qu'on dit à cette époque-ci. Donc ouais, c'est intéressant aussi d'avoir un point de vue culturel, historique, temporel. Ouais. Donc Alice Pfeiffer. Alice Pfeiffer, il y a une autre journaliste française que j'aime beaucoup qui s'appelle Saveria Mendela, et qui, elle, parle beaucoup du langage de la mode et de la manière dont certaines luttes sont utilisées ou surutilisées. Enfin, tu vois, elle va parler par exemple de greenwashing dans la mode, elle va parler du corps. Ouais, donc il y a des références qui peuvent être des pistes de réflexion. Souvent, Esther Manas, donc la marque, travaille beaucoup avec aussi des autrices qui travaillent sur ces questions-là. Okay. Il y en a une dont j'oublie à chaque fois le prénom, mais qui fait aussi des très très chouettes choses que je pourrais envoyer. Je la mettrai dans les
dans le descriptif de l'épisode. Mais après, ce que je conseillerais surtout, c'est d'essayer d'avoir un œil plus curieux à la façon dont les corps sont représentés. Ça veut dire à regarder un peu les séries qu'on regarde, enfin les approcher en tout cas d'un autre angle, parce que quand tu regardes vraiment, moi en tout cas quand j'ai écrit mon mémoire, c'est un truc sur lequel, que j'ai vraiment regardé. Tu vois qu'en fait la grosse, c'est souvent la méchante, la copine gentille, mais un peu effacée. Enfin, tu vois, la manière, c'est marrant de regarder la manière dont les femmes grosses sont représentées sur le grand écran. Il y a très très peu de protagonistes qui vont être les plus importantes du film, qui vont être des femmes grosses. Et qui vont avoir un point de vue positif. Oui, tu viens de me ou faire alors, penser tu viens de me faire penser à dans les Bridgerton, j'ai pas vu tout. Ouais. Tu vois Oui, ben voilà, tu vois. Voilà. Maintenant, il y a Pénélope, du coup, qui est celle qui écrit. Oui, c'est ça. Qui est une femme grosse. La petite rousse. Ouais, c'est ça. Et elle en a parlé parce qu'il y a des journalistes qui ont dit c'est quand même assez courageux de votre part. Oui, j'ai vu ça aussi. Et elle était là de faire quoi? La même chose que les autres acteurs. Enfin, tu vois. Ça. Et alors, j'ai regardé un docu il y a ce week-end sur Kate Winslet, qui, je sais pas si tu te rappelles, si tu sais ça, qu'elle a dû se battre toute sa carrière quand elle a fait Titanic, après Titanic, pour justifier le fait que, en fait, elle avait un corps normal. Elle a jamais été, enfin, quand elle était enfant, elle était un peu plus boulette, mais quand elle a commencé sa carrière internationale de comédienne, elle était normale, mais considérée comme trop enveloppée. Et ça a toujours été une question. Et elle s'est évertuée à toujours répondre qu'en réalité, ce n'était pas une question. Ce qui est une question, c'est son métier de comédienne, d'interprétation, mais pas ces fluctuations de poids et combien elle pèse et comment ce à quoi elle ressemble dans l'une ou l'autre robe. C'est un documentaire qui est disponible sur Arte, ma chaîne préférée. La journaliste dont je parlais tout à l'heure, c'est Mélodie Thomas, qui est aussi une journaliste française, qui a écrit pour beaucoup de magazines et qui fait des très très chouettes articles. Non, mais vraiment, je pense que c'est important de voir, enfin, en tout cas d'essayer de comprendre comment c'est représenté dans les films. Enfin, tu vois, la petite sirène, par exemple, Ursula, la sorcière, là, la sorcière, la pieuvre, sorcière, machin, elle est pas cool. Non. Elle est pas cool du tout. Il y a aucune princesse Disney, par exemple, qui va être la seule à laquelle je peux penser, c'est dans La Princesse et la Grenouille, mais du coup, c'est sa copine blonde, là, qui est un peu faux-folle, un peu, tu vois, et qui est aussi représentée très... Ou alors Fiona. Ouais, quand elle est Shrek, enfin, tu vois, quand elle est ogre. Ouais, quand elle est en ogre. Donc, t'as vraiment, en fait, très, très peu... Comment ça s'appelle, le journal intime de Bridget Jones? Oui. La meuf faisait genre du 40-42, et on nous l'a fait passer pour... c'est ça. Une femme où toute sa vie est tourmentée parce qu'elle fait du 42, que du coup, elle a des culottes de grand-mère. Et donc, selon toi, si on devait terminer notre entretien sur une note positive, ou alors sur une, tu vois, sur quelque chose qui pourrait nous faire réfléchir ou avancer par rapport à cette question-là, la question du corps différent. Comment faire pour pallier au mal-être que ça peut créer? Comment contrer? Je pense que je dirais d'essayer de le redécouvrir. Moi, il y a quelques années, j'ai fait un exercice où j'ai écrit une lettre à mon corps, qui était un exercice hyper touchant, en fait. Je l'ai fait confinement sur mon ordi le soir. Je finis à 2h30 en train de chialer dans mon salon. Et en fait, de là a découlé plein d'autres choses. Je me suis posé plein de questions sur comment est-ce que, en fait, on le surmonterait un peu, tu vois. En fait, je suis vraiment arrivée à la conclusion que on parle beaucoup du corps, genre quasi constamment, du corps, de l'apparence, etc. Mais est-ce qu'on parle souvent avec son corps sur comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on le remercie de faire ce qu'on fait au jour le jour, comment on l'écoute, comment est-ce qu'on le pousse comment est-ce qu'on l'utilise, tu vois. Parce que moi, je me suis retrouvée avec beaucoup d'amis qui avaient des abonnements à la salle de sport, qui en fait détestaient y aller. Il y a des meufs qui m'ont dit, j'ai un abonnement Basic Fit, je déteste m'entraîner à la salle de muscu, je me déteste en y allant, je me déteste en rentrant chez moi. Moi, je dis, arrête, en fait. Enfin, tu vois, genre, ça a l'air horrible ce que tu es en train de faire. Si le truc que tu kiffes faire, c'est de la danse, va danser 2 heures, 3 heures par semaine, toutes les semaines. Juste trouve le truc
qui te permet de bouger ton corps et que ce soit plaisir. ludique et que ce soit chouette. Et donc, on a eu... c'est une discussion que j'ai beaucoup eue avec ma coach, enfin, qui était ma coach à l'époque, Joëlle Yossa, qui aujourd'hui est ma partenaire business, où on se disait, ouais, c'est quand même ouf. Parce qu'elle, du coup, elle a aussi eu beaucoup de personnes à la salle qui, en fait, venaient et pleuraient, tu vois, parce qu'elles étaient là, genre, je prends pas soin de moi. Mais en fait, il y a tellement d'autres manières de prendre soin de toi sans que ce soit un combat. Ouais, sans que ce soit... La lutte, elle est déjà Tu tellement peux redécouvrir des trucs. Enfin, tu vois, peut-être qu'effectivement, tu seras pas bonne en cerceau ou en gymnastique classique, mais tu seras peut-être une tueuse en judo. Tu seras peut-être super douée en boxe. Ouais, donc tu vas peut-être, en fait. tu vois, s'observer, comprendre comment ton corps fonctionne, ce qui te fait vibrer, la manière dont tu peux l'utiliser pour que ce soit agréable, tu vois. Et donc, nous, ça nous a vraiment donné envie, au fur et à mesure des conversations, de créer quelque chose, tu vois. Donc là, on a lancé Gaillarde, où il y a vraiment cette envie de permettre aux gens de se poser des questions, tu vois. Genre, OK, j'en suis où? À quel point est-ce que j'aime ou je n'aime pas mon corps? Il y a vraiment ce truc de se dire, OK, ça, j'aime pas chez moi, mais est-ce que j'aime vraiment pas ça chez moi? Ou est-ce que j'aime pas ça parce que je le compare à quelque chose d'autre qui est inatteignable ou qui n'est pas moi? Enfin, ça, tu vois? Trop bien. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je trouve des ventres gros super beaux sur certaines femmes, mais pas sur moi? Bah, probablement parce qu'il y a des projections qui sont pas correctes. Donc, on pourrait conclure là-dessus en disant que la meilleure chose à faire pour contrer cette image négative des corps gros, c'est d'observer le sien, de l'écouter, de le laisser se déployer si justement il fait partie de cette, entre guillemets, cette catégorie, et puis d'aller follow Gaillarde pour se poser des questions ensemble et essayer d'y répondre. Ouais. En tout cas, un grand merci Aliénor d'être venue ici, dans mon petit atelier, dans mon petit bureau, pour avoir cette grande conversation qui aurait pu encore durer des heures. J'avoue que ça aurait pu durer des heures. J'espère surtout qu'on aura abordé des sujets qui auront permis d'éclairer la lanterne peut-être de l'un ou de l'autre et de donner des pistes de réflexion. En tout cas, j'invite nos auditeuristes à nous écrire, à m'écrire si jamais vous voulez prolonger la conversation sur les réseaux. Merci d'avoir écouté DHV. Merci. Je vous embrasse. Merci à toi, Samia, pour l'invitation. Des bises. Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHV. Déshabillez-vous.